Canada, 2 heures du matin, dans les profondeurs d'une mine abandonnée. C'est ici que Brock Fenton étudie l'animal qui le passionne, la chauve-souris. Fenton est biologiste et l'un des experts mondiaux en chauve-souris. Il tient à faire connaître et mieux comprendre ces créatures. On a tendance à craindre les animaux qu'on ne connaît pas. Alors des animaux qui sortent la nuit, qui volent dans tous les sens, au contraire des oiseaux, c'est terrifiant. Mais les chauves-souris sont extraordinaires du point de vue scientifique. Elles font des choses remarquables. Ce que Fenton a appris, en 50 ans d'études consacrées à ces créatures mystérieuses, c'est qu'elles font des tas de choses impossibles pour les mammifères, y compris nous. Partout dans le monde, médecins et scientifiques commencent à s'intéresser aux capacités uniques de ces bêtes. Dans de nombreux laboratoires, elles servent de base au développement de nouveaux appareils ou de nouveaux médicaments. Elles amènent une nouvelle compréhension de la Terre et de la place que nous y occupons. Voici l'histoire de ce que nous pouvons apprendre d'un mammifère apparu sur Terre des dizaines de millions d'années avant nous. De quel don unique l'évolution a-t-elle doté la chauve-souris? Et comment accéder à ces trésors pour améliorer nos propres vies? Voici l'histoire des chauves-souris et des hommes. Il y a 200 ans, un scientifique italien devient la risée générale quand il déclare que les chauves-souris voient avec leurs oreilles. Pourtant, il avait raison. Les chauves-souris utilisent leurs oreilles pour voir dans l'obscurité. C'est l'écolocalisation. Pour moi, l'écolocalisation, c'est quasiment de la magie. Le terme a été inventé à la fin des années 30 par Donald Griffin, qui a démontré que les chauves-souris produisaient des sons au-delà des fréquences accessibles à l'oreille humaine. Elles en écoutent l'écho, et la différence entre le son émis et le son reçu leur permet de se déplacer dans le noir. Même si nous comprenons mieux l'écolocalisation, les scientifiques continuent d'être fascinés par la capacité des chauves-souris à se représenter le monde grâce au son. Bio-ingénieur à l'université de Leeds, au Royaume-Uni, Dean Waters voyage dans le monde pour enregistrer et décoder les sons de chauves-souris. Même les plus basses fréquences produites par les chauves-souris sont à peine audibles. C'est très difficile à interpréter. Mais par contre, nous pouvons passer la bande-son au ralenti. En ralentissant le signal, il s'étale dans le temps. Ça abaisse toutes les fréquences. Et alors, on peut avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Nous avons des chauves-souris Tadarita aegyptica et des pipistrelles du Cap qui utilisent l'écolocalisation en même temps. Parfois, c'est agréable de ralentir et d'écouter leur son, juste parce que c'est beau. Si le biologiste Kay Waters aime écouter ces sons, l'ingénieur en lui veut en tirer quelque chose. Il en a eu l'occasion lors d'une rencontre interdisciplinaire à son université. J'ai mentionné mon intérêt pour les chauves-souris, en particulier pour les ultrasons et les mécanismes qui permettent leur émission et leur réception. Dans la conversation, on s'est demandé spontanément si on pourrait utiliser les ultrasons et le sonar pour aider les aveugles. Quand on est malvoyant comme moi, le monde peut paraître tout petit. Si je ne peux pas le toucher,
Cela pourrait très bien ne pas exister dans mon monde. Marc Vincent est avocat et vit à Birmingham, en Angleterre. Enfant, une explosion l'a rendu aveugle. Il utilise une canne depuis l'âge de 10 ans. Ce n'est pas la façon la plus élégante de se déplacer. Mais si on pouvait associer l'étonnante capacité des chauves-souris à se déplacer dans le noir à un nouveau type de canne? Une canne qui permettrait aux aveugles d'utiliser l'écolocalisation. Fasciné par cette possibilité, Dean Waters entreprend de comprendre comment les chauves-souris interprètent l'écho des ultrasons. Ah, voilà. Ce qu'on capte maintenant, c'est l'enregistrement qui va du haut-parleur au microphone. Dans son labo, Waters et ses étudiants ont créé une chauve-souris robot placée sur un rail. Ils essaient de comprendre comment les chauves-souris combinent des sons de plusieurs fréquences pour se localiser. Les chauves-souris envoient des messages de plus basse fréquence, et elles détectent malgré tout des proies minuscules. Ça ne marche tout simplement pas avec les lois de la physique que nous connaissons. L'évolution a doté les chauves-souris d'une technique fantastiquement raffinée qui leur permet d'attraper des insectes minuscules avec précision, à la milliseconde près. Elles ont mis presque 60 millions d'années pour y arriver. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous, ça fait à peine 50 ans que nous essayons de résoudre ce problème. Pour mettre l'écolocalisation au service des aveugles, Waters réalise qu'il lui faut comprendre le phénomène de l'intérieur. Il faut placer un humain dans la tête d'une chauve-souris pour déchiffrer son système de navigation dans le noir. Pour y arriver, il met au point ce qu'il appelle un labo pour chauve-souris virtuelle. Tu fais semblant d'être une chauve-souris. Ton boulot, c'est de trouver le papillon virtuel dans la pièce. Voici un casque. Et ici, il y a un émetteur qui nous permettra de savoir où tu te trouves dans la pièce. Le cobaye de Dean se déplace pour localiser le papillon virtuel qui n'existe que dans l'ordinateur. Comme une chauve-souris, il est guidé par ce qu'il entend. Les pulsations sont envoyées au casque. Plus il s'approche du papillon, plus rapides sont les échos. Il est ici. Oui, c'est là. C'est une révélation parce que l'expérience démontre que les humains sont assez doués pour penser comme les chauves-souris. Grâce au labo virtuel, Waters a confirmé que les humains peuvent écolocaliser à l'aide d'un casque d'écoute. Mais cette méthode pose un sérieux problème. Elle mobilise l'audition, un énorme désavantage pour un aveugle. Mon ouïe, je m'en sers en permanence pour écouter les échos, pour savoir si des gens me dépassent ou si des objets, des obstacles sont près de moi. Pour résoudre le problème, Waters se tourne vers une neuropsychologue, Deborah Whittington. Ses recherches antérieures visaient à mettre au point un moyen efficace pour évacuer d'urgence des gens aveuglés par la fumée. Un vrai cauchemar. Être piégé dans un bateau de croisière en feu et plein de fumée. Un labyrinthe immense, dangereux, où tous les passagers deviennent des aveugles trébuchants. Voici la simulation d'un incendie sur un bateau. Dans cette fumée artificielle, des caméras infrarouges montrent comment les passagers peuvent utiliser des stimuli non visuels pour trouver une issue de secours. Voici l'exemple d'une personne qui trouve un mur. C'est ce que font la plupart des gens. Alors qu'il y a de la fumée et qu'ils sont désorientés, voici qu'ils trouvent une brèche dans le mur. Mais ce n'est pas suffisant pour dire « Oh, ce doit être une cage d'escalier ». Si cela avait été de la vraie fumée, la décision de prendre ou non cette cage d'escalier aurait été une question de vie ou de mort. Deborah Whittington a découvert que d'émettre un son au pied d'une issue faisait toute la différence. Les gens réagissaient instinctivement au son et montaient l'escalier,
Ils utilisaient le son pour se repérer dans leur environnement en utilisant ce qu'on appelle le colliculus supérieur. Le colliculus supérieur est une région très ancienne du cerveau, liée à la survie. Répondre à un son, comme c'est le cas ici, est un comportement ancien. Cela fait partie de notre subconscient. Lorsqu'on entend un son, le colliculus supérieur oriente automatiquement votre tête et vous pousse dans cette direction. Mais comment mettre à profit ce mécanisme primitif pour aider les aveugles à visualiser le monde ? Le grand avantage du colliculus supérieur, et c'est ce que j'ai pu comprendre avec ces recherches, c'est qu'il répond à la vue, à l'ouïe ou au toucher. Pouvons-nous convertir le signal des capteurs d'ultrasons en vibration, un signal tactile qui donnerait aux personnes une perception spatiale des obstacles environnants? Les vibrations. C'était la pièce manquante du puzzle. Maintenant arrive la partie amusante. Construire l'ultra-canne. En fait, elle a été fabriquée dans mon salon en un week-end, à partir d'un tuyau de plomberie. Le prototype 2, beaucoup plus avancé, même si ça ne se voit pas tant que ça, l'a été à partir d'un bâton de ski. Il y a un petit haut-parleur émettant du son, la bouche de la chauve-souris, et un petit microphone, son oreille, qui reçoit l'écho de retour. Puis enfin, le modèle final, complètement pliable. 2 détecteurs, un vers l'avant, l'autre au-dessus. Si l'objet détecté est devant, ce petit bouton vibre. S'il est au-dessus, c'est celui-là. On la tient, et plus on s'approche, plus les vibrations sont rapides et fortes. Un concept très très simple. Un concept simple, mais qui s'est révélé très efficace. Ce qui est agréable avec l'ultracanne, c'est que je ne me heurte plus à des obstacles ou à des gens. Je n'ai plus à dire sans cesse « Excusez-moi, je suis désolé ». Maintenant, je prends mon ultracanne et je me déplace parmi les gens de façon très décontractée et intuitive. Pourriez-vous me dire à quelle heure est le prochain train pour Londres, s'il vous plaît? Oui, monsieur, le prochain est à 11h. Merci beaucoup. Pour un aveugle, une gare est un environnement complexe, avec des obstacles partout. La canne d'écolocalisation simplifie les choses. All clear, stop, moving right. I'm fine, thanks. On peut avoir l'impression que la canne ne fait que bourdonner, mais en fait, elle envoie des ultrasons et analyse les ondes de retour, puis les convertit en vibrations. Pour celui qui tient la canne, les vibrations sont une alerte viscérale qui annonce les obstacles à venir. Devant, à gauche ou à droite, et même au-dessus. Cheers. I'm right, thanks. Savoir ce qu'il y a à 4 mètres autour de soi peut ne pas sembler très important. Mais pour un aveugle, c'est le jour et la nuit. La première fois que j'ai utilisé l'ultracanne, j'ai soudain reçu plein d'informations. D'un seul coup, il y avait là un arbre dont je ne connaissais pas l'existence, alors que je vis ici depuis 7 ans. C'était comme ouvrir les yeux pour la première fois depuis très longtemps. Regarder autour de moi et me dire, tu sais, il y a plein d'autres choses ici. Qu'est-ce que cela fait d'être un homme chauve-souris ? Je me sens privilégié de m'être à l'essai cette nouvelle forme de navigation. La plupart des chauves-souris utilisent l'écolocalisation, mais certaines espèces ont d'autres talents. Et l'une des plus importantes avancées médicales, une découverte qui pourrait aider des centaines de milliers de personnes chaque année, vient des chauves-souris. Et pas n'importe lesquelles.
Dans le folklore, un vampire est un être humain qui revient de chez les morts et se nourrit du sang des vivants. Mais ces vampires n'ont rien à voir avec les chauves-souris. Certaines chauves-souris du Nouveau Monde se nourrissent de sang. Quand les Européens les ont découvertes, ils les ont appelées vampires. Ces animaux ont développé une manière intéressante de se nourrir. Elles utilisent leurs incisives supérieures, tranchantes comme un rasoir, pour faire une petite coupure dans la peau. Elles utilisent leur langue comme une paille et pompent le sang. Mais leur salive contient aussi des produits chimiques qui inhibent la coagulation. Cela permet au sang de demeurer fluide. La capacité des chauves-souris vampires à garder le sang fluide ouvre d'intéressantes perspectives dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Ces accidents, qui peuvent tuer ou paralyser les victimes, sont souvent causés par un caillot de sang. Il frappe plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde. Quand le caillot migre vers les vaisseaux cérébraux, il bloque certaines artères. Au-delà de ce blocage, le manque de sang prive les cellules de nutriments comme le sucre et l'oxygène. Ça cause la mort des cellules. Ces accidents vasculaires cérébraux sont très graves. Ils limitent l'autonomie des personnes qui deviennent alors très dépendantes. Berlin est bien éloigné de l'habitat naturel des chauves-souris vampires. C'est pourtant dans cette ville allemande qu'un biologiste a eu l'idée de mettre à profit leur façon unique de se nourrir de sang. Wolf-Dieter Schlöning cherchait depuis des dizaines d'années de nouveaux médicaments contre les AVC. Lors d'une visite aux eaux de Berlin, il eut cette idée insolite. Pourquoi ne pas soigner une maladie causée par des caillots de sang avec la salive d'un animal qui peut naturellement les dissoudre ? Depuis ma thèse de médecine en biochimie, je connais bien les systèmes que les animaux utilisent pour empêcher la formation de caillots. Dans l'enclos des animaux nocturnes, le soigneur des chauves-souris vampires prépare leur repas. Du sang, bien sûr. Il doit alors s'assurer que ce sang ne coagule pas en le mélangeant et en le filtrant. Mais dans leur habitat naturel, les chauves-souris ont leur propre agent chimique capable de le faire. Le meilleur ingénieur en génie moléculaire, c'est la nature. Je savais que l'enzyme de la salive des chauves-souris vampires pouvait dissoudre les caillots très vite, avec une grande efficacité. Le but de Schlöning, domestiquer cette capacité des chauves-souris à dissoudre les caillots, au profit des victimes d'AVC. Schlöning entreprit la fabrication en labo de l'agent naturel anticoagulant des chauves-souris vampires, la draculine. Des collègues au Mexique ont d'abord dû collecter à la dure la salive de chauve-souris. L'enzyme en fut extraite, puis clonée. La draculine artificielle est aujourd'hui au stade des essais cliniques. En laboratoire, le produit semble dissoudre les caillots bien plus rapidement que les traitements conventionnels. Le médicament inspiré des vampires brise les caillots sanguins en stimulant la production de l'enzyme anticoagulante du corps, le plasminogène. Pour déclencher la dissolution d'un caillot, le plasminogène doit être activé. Quand l'activateur naturel du corps est stimulé par la draculine, le caillot se dissout bien plus rapidement. Ce nouveau médicament suscite beaucoup d'espoir et d'attente parce que les traitements actuels comportent de grandes limites.
Le médicament qu'on utilise aujourd'hui peut causer des hémorragies cérébrales. Tout va bien s'il est administré dans les 3 premières heures après l'AVC. Ensuite, il devient trop dangereux pour le patient. Malheureusement, quand les gens comprennent qu'ils ont subi un AVC et qu'ils viennent se faire traiter, les 3 heures sont souvent écoulées. Nous estimons que 30% des patients vont arriver à l'hôpital dans les 3 heures. Ce qui signifie que 70% des victimes ne pourront pas recevoir ce traitement. On estime que pour chaque minute de retard dans le traitement d'un AVC, on perd 2 millions de neurones. C'est un nombre énorme de cellules. Le temps, c'est du cerveau. On peut le dire comme ça. Les chauves-souris vampires ont inspiré le développement d'un médicament qui ne provoque pas d'hémorragie cérébrale. S'il tient ses promesses et réussit les essais cliniques, il pourrait être utilisé jusqu'à 9 heures après le début des symptômes. Toute son activité se concentre sur la dissolution du caillot, sans provoquer d'effets secondaires ailleurs dans le corps. Je pense que si on pouvait prolonger le délai, même si on ne faisait que le doubler, si seulement c'était possible avec le nouveau médicament, on pourrait soigner bien des gens pour qui on ne peut rien faire aujourd'hui. Ainsi, loin d'être la créature maléfique des films d'horreur, la chauve-souris vampire assoiffée de sang pourra éviter à des millions de gens les effets les plus graves d'un AVC. Dans la nature, les petits êtres ont des vies courtes. Ce sont les grands animaux qui vivent longtemps. Mais il y a une exception. Les chauves-souris ont pour leur taille la plus longue durée de vie chez les mammifères. Je me souviens d'un rapport il y a 2 ans sur une chauve-souris vieille de 45 ans. Donc les étudiants arrivent ici en hiver et trouvent des chauves-souris plus âgées qu'eux. Cet animal pèse 8 ou 10 grammes et a 35 ans. C'est impressionnant. Si impressionnant que les chauves-souris sont devenues l'objet d'études de chercheurs qui veulent nous voir vivre plus longtemps et en meilleure santé. En fait, le vieillissement nous tue. Les hommes, comme les chevaux, les souris ou les rats, plus ils vieillissent, plus ils ont tendance à être fragiles et faibles. Nous pensons donc que le plus grand bénéfice qu'on pourrait obtenir en santé humaine serait de trouver une manière de ralentir le vieillissement. Veux-tu faire tes prises de sang là-bas ou tu veux les ramener faire ça au labo? Non, nous allons les ramener. Steve Ostad est un expert en longévité humaine. Il pense que nous avons beaucoup à apprendre des chauves-souris. Ce matin, lui et son collègue Andrei Podolski vont attraper des spécimens. Je peux les entendre et les sentir sans problème. Il y en a plein ici. Nous sommes sous un pont près de Dallas, au Texas. L'autoroute 90 passe juste au-dessus de nos têtes. Et comme sous plusieurs ponts de la région, il y a des millions de chauves-souris dans les crevasses. Elles sont serrées comme des sardines. Come on, come on. Let's take a little flight. There you go. There's one. There you go. That's plenty. Nous allons les ramener au labo pour les irradier, ce qui va endommager leur ADN. Puis nous observerons à quelle vitesse l'ADN se répare.
Nous pensons que cette réparation est liée au secret de leur longévité. Yeah, it's keeping now. Yeah, they don't really feel like they need to contribute to science, I guess. Les chauves-souris ont à peu près la taille d'une souris. En fait, elles sont même un peu plus petites. Mais une souris vivra 3 ou 4 mois dans la nature, alors que les chauves-souris, elles, peuvent y vivre jusqu'à 40 ans. C'est comme si un homme vivait 180 à 200 ans. Il y a des milliers d'années, les Chinois ont remarqué et admiré la longévité des chauves-souris. Ils l'attribuaient au fait qu'elles retenaient leur respiration. Bien qu'ils aient dépassé ces explications folkloriques, les scientifiques s'interrogent toujours sur la longévité des chauves-souris. Est-ce l'hibernation qui contribue à cette longévité? Peut-être qu'un métabolisme plus lent, durant une partie de l'année, réduit l'usure de leur système. Ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est que même sans compter les périodes d'hibernation, leur vie reste exceptionnellement longue. D'ailleurs, même les espèces tropicales qui n'hibernent pas vivent des dizaines d'années. Plutôt que de se pencher sur l'hibernation, Ostad préfère étudier les chauves-souris au niveau moléculaire, grâce à un équipement et des méthodes de pointe. Il travaille à l'Institut Barshop pour la longévité et la vieillesse à Austin, au Texas, où les scientifiques essaient de décoder et de modifier le processus du vieillissement chez les humains. Les chauves-souris capturées plus tôt seront étudiées durant 3 à 4 heures, puis ramenées à leur refuge sous le pont. Mais d'abord, elles recevront une petite dose de radiation. La dose est infime, mais elle causera quand même des dommages à l'ADN de la chauve-souris. On a toutes les raisons de penser que le maintien de l'intégrité de l'ADN, qui gère toutes les opérations de toutes les cellules du corps, est fondamental pour éviter le vieillissement ou pour le ralentir. Les dommages de l'ADN sont souvent causés par des agents chimiques appelés radicaux libres, qui se forment quand les liaisons chimiques de nos molécules se brisent. Le métabolisme de tous les animaux produit des radicaux libres qui causent des dommages et peuvent même à la longue tuer les cellules. Les radicaux libres endommagent notre ADN des dizaines à des milliers de fois par jour dans chaque cellule. Nous subissons ces attaques, les chauves-souris les subissent, comme tout ce qui vit. Les chauves-souris reçoivent juste assez de radiation pour imiter les dégâts causés par les radicaux libres. C'est une forme de vieillissement accéléré. Après coloration des cellules pour rendre l'ADN visible, les échantillons sont placés sous un microscope à fluorescence. Le procédé est répété encore et encore, jusqu'à ce que l'équipe ait rassemblé une série de photos d'ADN à diverses étapes. Ce que nous observons ici, c'est l'ADN d'une cellule. Il fait 1 mètre de long, mais pour tenir dans une cellule microscopique, il doit s'enrouler comme une pelote. Quand on l'endommage, c'est comme si l'on tirait le bout du fil de laine jusqu'à ce que ça ressemble à une queue de comète. Le rouge que nous voyons, c'est la partie endommagée de l'ADN. En analysant la séquence d'images ADN, Ostad et son équipe observent quelque chose d'extraordinaire. Les queues de comètes continuent à se réduire. En moins de 30 minutes, les cellules sont revenues à leur état normal, comme s'il n'y avait jamais eu d'irradiation. Les chauves-souris semblent avoir développé des mécanismes de réparation d'une grande efficacité. Nous ne comprenons pas encore comment ils y parviennent. C'est la prochaine étape de la recherche. Ce que nous savons pour le moment, c'est qu'elles le font très très bien. Ostad espère pouvoir transposer aux thérapies humaines
cette capacité de réparation de l'ADN. Il explore aussi la possibilité que les chauves-souris possèdent des gènes spécifiques qui expliqueraient leur longévité. Il est possible qu'elles produisent des hormones, leur permettant de résister au cancer. On pourrait alors reproduire ces hormones par voie de synthèse pour empêcher l'apparition de cancer chez l'homme. En bout de ligne, la compréhension de cette longévité exceptionnelle des chauves-souris nous permettra de développer des thérapies, des médicaments qui nous aideront à rester en bonne santé plus longtemps. En fait, je pense que d'ici une dizaine d'années, nous aurons assez de bonnes pistes pour développer de nouveaux médicaments. Peut-être qu'un jour, nous prendrons du Batonol comme pilule anti-âge, qui sait. Si les chauves-souris offrent une excellente résistance aux dommages de l'ADN, elles ont aussi une très grande tolérance aux virus. Elles sont porteuses de virus parmi les plus mortels au monde. Mais leur façon de les héberger sans en souffrir pourrait nous donner des pistes pour que nous puissions nous-mêmes y résister. Une des raisons qui amène Brock Fenton et ses étudiants à l'ancienne mine de Renfrew est de vérifier si on retrouve, dans cette région du Canada, une maladie redoutable qui décime les colonies américaines de chauves-souris. Cette maladie, c'est le syndrome du nez blanc. La photographie des ailes permet de repérer les animaux malades, car ceux qui sont porteurs de ce champignon vont souvent avoir aussi des taches blanches sur les ailes. Si on capture à nouveau cet animal dans l'avenir, on pourra voir comment il va. Dans les cavernes de l'État de New York, il y a des chauves-souris mortes partout. Ici, nous n'avons rien vu de tel. C'est une bonne nouvelle. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bonnes nouvelles. Ce qui est inhabituel dans la maladie du nez blanc, c'est que les chauves-souris y soient si vulnérables. En matière d'infection, les chauves-souris sont plutôt connues pour leur invulnérabilité. Prenons les chauves-souris frugivores d'Asie et d'Australie. Leur résistance au virus est devenue le centre d'un intérêt scientifique soutenu. Gary Cremery, virologue australien, est un des nombreux chercheurs à avoir axé ses travaux sur les chauves-souris. Je suis virologue de formation et mon domaine de recherche actuel, c'est l'étude des maladies émergentes. Or, les chauves-souris sont maintenant au centre de tout ça. Ont-elles quelque chose de différent qui les rend capables de porter des virus sans montrer aucun signe de maladie? Ont-elles un système immunitaire différent? Les chauves-souris sont des animaux très anciens. Elles ont probablement développé pendant ces millions d'années des mécanismes d'adaptation au virus. Et c'est pourquoi nous les surveillons de si près. Le laboratoire australien de santé animale, en banlieue de Melbourne, est une infrastructure de haute sécurité créée pour gérer les agents pathogènes les plus mortels. Ici, Cremery et ses collègues ont découvert que 50% des chauves-souris examinées sont porteuses de virus mortels pour l'homme, mais ne montrent aucun signe de maladie. La théorie, c'est que des différences subtiles dans le système immunitaire des chauves-souris leur permettraient de coexister avec des virus qui tuent les humains et les autres mammifères. En collaboration avec des scientifiques du monde entier, les Australiens sont en train de séquencer le génome des chauves-souris, à la recherche des gènes qui seraient à la base de cette immunité. Si nous arrivons à comprendre comment fonctionne leur système immunitaire,
nous pourrions élever du bétail résistant au virus ou développer des vaccins et des traitements pour les humains. On n'y est pas encore. En attendant, les chauves-souris pourraient offrir aux hommes un cadeau encore bien plus grand. La prise de conscience que la prévention des maladies infectieuses, comme le SRAS et l'Ebola, commence par l'évaluation de notre relation avec l'environnement. Health has an emergency situation. It means that we have set up a command center that operates 24 hours a day, 7 days a week. Le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, est d'abord apparu en Asie en 2002, puis s'est répandu rapidement dans près de 40 pays. Très virulent et mortel, le SRAS a infecté plus de 8000 personnes. 800 en sont mortes, dont 43 à Toronto. Mais le nombre de décès aurait pu être bien plus élevé si les scientifiques n'avaient pas réussi à identifier rapidement la source de la maladie. Les chauves-souris rhinolophes, vendus pour leur viande sur les marchés chinois, avaient transmis la maladie aux civettes, qui l'avaient à leur tour transmise aux humains. L'équipe de lutte contre le SRAS doit en partie son succès au travail d'un Australien qui s'est retrouvé au cœur de l'étude des virus émergents. Le docteur Hume Field est un vétérinaire qui s'est reconverti en ce qu'on pourrait appeler un détective de maladies. Durant les 2 dernières décennies, il a travaillé sur le transfert de maladies des chauves-souris à l'homme. Nous allons attraper 25 chauves-souris d'ici les prochains jours. Ça fait partie de notre surveillance courante. C'est une des colonies de renards volants, parmi la douzaine qu'on retrouve à Brisbane. Field et son équipe attrapent les chauves-souris avec de fins filets tendus sur 20 mètres ou plus. Ils interceptent les chauves-souris tôt le matin quand elles reviennent au perchoir. Ces chauves-souris frugivores sont les plus grandes au monde, avec une envergure qui peut atteindre 2 mètres. Descendez. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Un autre renard volant, une autre femelle. Ces griffes, ces pattes postérieures sont comme des grappins. Elles enserrent. Elles veulent s'accrocher à quelque chose, donc elles enserrent le filet. Et il faut être assez habile pour les en sortir avant qu'elles ne soient tout empêtrées. Regardez-moi cette belle couleur. Tant pis pour mes gants, regardez-moi ça. Ce matin, Field cherche des indices qui lui permettraient de prévenir une nouvelle apparition de Hendra, une maladie qui effraie les Australiens depuis les années 90. Le Hendra peut facilement tuer ses victimes. Elles meurent d'insuffisance respiratoire et rénale. La maladie porte le nom d'une banlieue tranquille de Brisbane, non loin des pistes de course de la ville. C'est là que la maladie est apparue pour la première fois et que Hume Field a commencé son travail de détective. S'agirait-il d'une nouvelle maladie? Un virus mortel. À 7 heures, j'ai reçu un appel m'informant de nouveaux décès. 14 chevaux sont morts. 2 hommes malades, dont un est décédé. L'apparition de la maladie est demeurée un mystère pendant des mois. S'agissait-il d'un empoisonnement? Était-ce accidentel ou provoqué? On l'ignorait. Jusqu'à ce que Hume Field trouve la réponse dans ce qui est aujourd'hui un joli parc. C'est ici que l'histoire du virus Hendra a commencé, ou du moins que nous en avons d'abord pris conscience. À l'époque, des chevaux broutaient dans ce pâturage. On y trouvait des chevaux au repos entre 2 courses ou des femelles enceintes. Mais la nuit, ils le partageaient avec les renards volants qui venaient se nourrir dans cette avenue de figuiers que nous pouvons voir ici.
Nous pensons que les chauves-souris ont déposé le virus dont elles étaient porteuses sur le sol, près des arbres, là où les chevaux broutaient. C'est comme ça que les chevaux auraient été infectés. Les chauves-souris porteurs du Hendra ont donc infecté les chevaux, qui à leur tour ont infecté les soigneurs. Mais pourquoi tout cela s'est-il produit à ce moment-là? Qu'est-ce qui avait changé dans l'environnement? Une chose et une seule. Les chauves-souris qui venaient se nourrir à Brisbane étaient originaires de l'intérieur des terres australiennes. Elles avaient été chassées de leur habitat naturel par l'expansion des activités humaines. Chaque nuit, des dizaines de milliers de chauves-souris envahissent les arrière-cours et les parcs de Brisbane. Une caméra à vision nocturne permet de les voir en plein festin dans un énorme figuier, en plein centre-ville, dans le jardin botanique. Les chauves-souris et les hommes se sont souvent côtoyés, mais jamais à ce point. Ces renards volants peuvent être très urbains, surtout quand leur habitat naturel diminue, qu'il est fragmenté et que leurs ressources alimentaires disparaissent. Ils tendent alors à se rassembler dans les villes car ils y trouvent davantage d'arbres fruitiers et de fleurs, des eucalyptus à toutes sortes de choses différentes. Field a pu mettre le doigt sur la cause de la dissémination du virus en explorant les changements survenus dans l'environnement des chevaux. C'est quand il a compris que des chauves-souris venus des terres se nourrissaient désormais dans les environs qu'il a tenu la clé de l'énigme. Cette expérience des chauves-souris et du Hendra a permis à Field de comprendre l'efficacité d'une nouvelle vision intégrée de la santé, une approche que les anglophones appellent « conservation medicine ». C'est une idée ancienne, mais en même temps nouvelle. Il y avait les humains et la santé humaine, le bétail et la santé du bétail, et puis l'environnement. Tout était séparé. Mais maintenant, nous recommençons à observer tout cela et à nous rendre compte qu'en fait, rien n'est séparé. Tout est interrelié et interdépendant. Les Australiens tuèrent l'épidémie de Hendra dans l'œuf en éloignant les chevaux des chauves-souris. Quant aux strass, les Chinois retirèrent les chauves-souris des marchés. Mais dans d'autres pays, on fait toujours la sourde oreille aux leçons de cette médecine intégrée. En Malaisie, il y eut encore des cas d'Hendra. Les Malaisiens l'ont appelé le virus Nipah, du nom du village où il apparut en premier. Cette fois, il tua près de 100 personnes. La maladie semblait incontrôlable, jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé fasse appel à Hume-Field. Nous sommes dans le schéma d'un virus qui, pour diverses raisons, quitte son hôte naturel pour une autre espèce, ce qui augmente le bassin de prolifération du virus et rend plus probable une transmission à l'homme. Lorsque Field et son équipe ont appliqué les principes de la conservation medicine pour comprendre le cas malaisien, ils ont découvert la source de la transmission. Une fois encore, l'activité humaine avait modifié l'environnement et permis à la maladie de devenir virulente. Des fermes porcines avaient été construites dans la jungle, au pied de falaises de calcaire où vivaient les chauves-souris. Pire encore, les fermiers avaient planté des arbres fruitiers pour accroître leurs revenus. Ces arbres ont attiré les chauves-souris qui ont contaminé les cochons qui, à leur tour, ont contaminé les hommes. C'est le concept le plus fondamental et le plus simple. Nous faisons tous partie d'un même système. Je pense que l'homme en tant qu'espèce, est devenu arrogant avec le temps et s'est mis à croire que d'un côté, il y a nous et que de l'autre, il y a tout le reste. Mais la vérité, c'est que nous faisons tous partie d'un seul système. La découverte de la cause des épidémies de Hendra et de Nipah a permis de faire passer le message de cette nouvelle approche intégrée de la santé. En Australie surtout, où hommes et bêtes partagent les mêmes espaces depuis si longtemps. Les chauves-souris frugivores continuent à fréquenter les parcs urbains. Les kangourous sont les membres inattendus de clubs de loisirs. Et les koalas côtoient quotidiennement les voyageurs. Dans un monde au contact si intime, personne ne peut se permettre d'être arrogant. C'est pourquoi Hume-Field préside un programme permanent de surveillance du niveau de virus dans la population de chauves-souris.
Nous avons trouvé des anticorps contre le virus Hendra chez environ 50% des renards volants noirs. Donc en gros, une chauve-souris sur deux a été exposée au virus à un moment donné. Nous avons ainsi toute une banque d'échantillons collectés au fil des ans, où nous pourrons chercher de nouveaux virus, dès qu'ils commenceront à apparaître. Le sang prélevé sur les chauves-souris de Brisbane sera donc analysé afin de s'assurer que les taux d'Hendra ne sont pas en augmentation. Et il servira éventuellement à l'identification rapide d'autres virus, donnant ainsi une longueur d'avance aux autorités sanitaires, précédant une nouvelle éclosion. Certaines personnes m'ont dit, si les chauves-souris sont le réservoir naturel, n'est-ce pas plus simple de se débarrasser d'elles? Et comme toujours, je pense que la solution de facilité n'est pas la bonne. Les chauves-souris jouent un rôle fondamental dans la nature, au plan de l'écologie comme au plan de l'économie, dans la mesure où elles permettent la pollinisation de la forêt. Tout comme les abeilles et les oiseaux, les chauves-souris sont de grands pollinisateurs et des semeurs de graines. Elles jouent un rôle capital dans le maintien de la santé et de la diversité des forêts, particulièrement des forêts tropicales, qui libèrent un quart de l'oxygène du monde. Perdre les chauves-souris serait tout simplement néfaste pour la planète. C'est cette vision de la médecine de conservation qu'une biologiste canadienne met en pratique au Mexique. Originaire du Nouveau-Brunswick, Rosamund Coates a pour intérêt principal la survie d'une forêt tropicale humide à Las Tuxtlas, au Mexique. Comme tout le monde le sait, les forêts tropicales humides disparaissent à grande vitesse dans le monde entier. Il subsiste moins de 10% de cette ancienne forêt, un reliquat d'une couverture végétale qui s'étendait jadis du golfe du Mexique au sommet des vieux volcans. Rosamund Coates a vu la forêt se faire abattre et la terre transformée en pâturage pour le bétail. Aujourd'hui, son équipe fait l'inventaire de la biodiversité de la région. Elle dirige aussi un projet de reforestation expérimentale, avec l'espoir de régénérer cette forêt. C'est un travail long et délicat, et l'équipe compte sur l'aide des chauves-souris pour disperser les graines et favoriser ainsi la biodiversité. Ici, dans la forêt, à Las Tuxtlas, plus de 50% des mammifères sont des chauves-souris. Les chauves-souris dispersent les graines à travers la forêt. Mais les fermiers locaux s'inquiètent de la transmission de maladies à leur bétail. Et parfois, ils partent en expédition pour les tuer. Cette attitude diminue les chances de succès de la régénération forestière. Rosamund Coates vérifie la santé et le nombre de chauves-souris de la région et espère qu'elles survivront au changement de leur habitat naturel. Elle mène un travail auprès des fermiers pour les convaincre qu'ils peuvent partager leur environnement avec les chauves-souris et travailler ensemble pour qu'elles puissent continuer à semer les graines qui permettent la survie de la forêt et de la planète. Okay, well, this little bloke's done his bit for science. Let's see if we can release him back. En Australie, Humefield pense que nous devrions remercier les chauves-souris pour nous avoir ouvert les yeux. C'est l'heure de se réveiller. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un impact sur les écosystèmes et penser qu'il n'y aura pas de retour de bâton. Les chauves-souris nous ont donné une leçon qui nous a coûté cher, mais qui n'a pas de prix. Nous faisons tous partie d'un même monde, nous faisons tous partie d'un même écosystème. Nous devons comprendre que quand nous faisons quelque chose qui a un impact sur l'écosystème, il y aura des conséquences. Trop souvent, on finit par me demander « Qu'est-ce que les chauves-souris font pour moi ?» En fait, l'unique réponse, c'est que les chauves-souris enrichissent votre vie. Elles enrichissent le monde dans lequel vous vivez et font partie de la nature.
quand vous sortez vous promener, ou même en ville. Même dans les grandes villes, les chauves-souris sont là. Que ce soit à Mexico, Montréal, Toronto ou New York, même si vous n'en avez pas conscience, les chauves-souris sont là. Elles font leur travail. Les chauves-souris existent depuis le temps des dinosaures. Des millions et des millions d'années avant que les hommes n'apparaissent sur Terre, elles se sont adaptées et développées sous différents climats, et dans chaque recoin de la planète. Les humains peuvent pour le moment dominer la Terre, mais nous avons beaucoup à apprendre des autres créatures. Au lieu de craindre les chauves-souris, nous devrions étudier ces animaux remarquables et en tirer tout le savoir possible. Après tout, nous pourrons nous estimer heureux si nous parvenons à vivre sur Terre la moitié du temps qu'elles y ont passé.